de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. La saison des stages de 3e débute, mais pas pour tout le monde. Certains élèves issus de milieux plus précaires se voient souvent condamnés à effectuer des stages kebab, pour reprendre l'expression d'un article du Monde. Alors comment lutter contre ces premières inégalités rencontrées dans le cadre même de l'éducation? On en parle avec nos invités. Parler des animaux avec ses enfants, oui, mais parler des animaux à protéger, c'est encore autre chose. Et cela permet de les sensibiliser aux vivants et surtout à la crise écologique dès le plus jeune âge. Ce sera l'objet du bon point du jour. Dans sa chronique, Guillaume Buan nous amène à l'étranger avec une question. Pourquoi les Français parlent-ils si mal anglais? Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une, cette étude réalisée pour l'entreprise de sextoys Lelo et dévoilée par l'IFOP. Les Français font de moins en moins l'amour et en particulier les 18-24 ans. Et oui, plus d'un quart de ces jeunes qui ont déjà fait l'amour admettent n'avoir eu aucun rapport sexuel au cours de cette année. C'est 5 fois plus qu'en 2006, une tendance qui est similaire d'ailleurs chez nos voisins en Allemagne, au Royaume-Uni, encore en Finlande ou encore aux États-Unis. En France, le nombre de personnes qui ont eu d'ailleurs un rapport au cours des 12 derniers mois n'a jamais été aussi faible qu'il y a 50 ans, 76% en moyenne, soit une baisse de 15 points par rapport à la dernière grande enquête de 2006. Une tendance à la baisse qui concerne autant les hommes que les femmes. Et quand les Français se décident à passer à l'acte, ils ne sont plus que 43% à reconnaître avoir en moyenne un rapport sexuel par semaine, alors qu'ils en étaient quand même 58% en 2009. Alors quelles sont les causes, Guillaume? Alors elles sont multiples ces causes, comme le désintérêt qui est de plus en plus marqué pour le sexe, l'abstinence, la sexualité, les écrans, la télévision, les réseaux sociaux ou encore le porno accessible sur les smartphones ou sur Internet. Mais il n'y a pas que ça, comme l'explique François Cros, il est directeur du pôle sexualité à l'IFOP. La qualité des rapports prime sur leur fréquence, c'était sur France Inter. Avant, quand on demande aux Français, ils pensaient qu'il fallait avoir un rapport sexuel 2 à 3 fois par semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la notion de sobriété un petit peu qui est assez générale et qui se traduit aussi en matière de sexualité, dans le fait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une vie sexuelle intense ou trépidante pour réussir son couple. Il y a un effet aussi sans doute un peu MeToo, je dirais, où la notion de consentement et de désir devient centrale, et où on s'affranchit des normes en matière d'intimité ou de rapport au corps. Alors les jeunes de moins de 35 ans qui vivent également en couple sous le même toit, pour la moitié des hommes reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel en voulant regarder une série Netflix. On retrouve cette concurrence aussi sur les écrans, puisqu'ils préfèrent les écrans au sexe pour 53% des hommes de moins de 35 ans qui vivent en couple. Alors, un autre sondage IFOP, cette fois-ci en 2019, révélait que 59% des femmes et 42% des hommes avaient déjà fait un orgasme au cours de leur vie et 26% des sondés affirment simuler souvent en début de relation contre 8% une fois que les personnes sont en couple. Oui, fin pour verbe feindre. Oui, feindre, voilà, que ce soit clair. Ce mardi, acte 2 des manifestations au sein de l'éducation nationale à l'initiative de plusieurs syndicats. Et notamment le SNES-FSU, le principal syndicat dans les collèges et les lycées. Ce matin sur France Info, Sophie Vénétité, sa secrétaire générale et porte-parole, est revenue sur la mobilisation de jeudi dernier, un début de mouvement qui était d'ailleurs un succès. La journée de jeudi a été réussie, même très réussie, notamment en collège, puisque la grève était majoritaire dans les collèges la semaine dernière. Et on sent que nos collègues ont aussi envie d'en découdre, de continuer, parce que ce qui se passe dans les collèges et les lycées, et de manière plus générale dans l'éducation nationale, est très grave. L'école publique est en train de s'effondrer, le collège est en train d'être démantelé avec le choc des savoirs et les groupes de niveau, et on ne peut pas rester sans réaction. Donc il y a la volonté d'avoir un rebond aujourd'hui, et de s'inscrire aussi dans la durée au printemps. Alors la durée, oui, mais pour quelles revendications? Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Sophie Vénétité. Il y a toujours la question des salaires, parce qu'on voit bien que ça pèse sur notre quotidien, avec en plus l'inflation qui est toujours là, et puis ça pèse aussi sur le recrutement des professeurs. On connaît toujours une crise d'attractivité, mais il y a une question plus générale de l'état de l'école publique. Aujourd'hui, l'école publique n'est pas loin de l'effondrement, comme l'hôpital public. Ça devrait être un scandale national. En tout cas, nous, on va tout faire pour le porter sur la place publique et avoir des réponses.
Et en parlant des professeurs, sachez que les concours pour cette année, il y a seulement 38% d'inscriptions en moins par rapport à 2019. Autre message envoyé dans la rue, l'abandon des mesures, le choc des savoirs proposé et mis en place donc par Gabriel Attal, avec notamment la mise en place d'une pétition en ligne. Aujourd'hui, beaucoup de professeurs sont d'ailleurs vent debout contre les groupes de niveau en maths et en français qui débuteront dès la rentrée prochaine pour les classes de 6e et de 5e. Parce que ça consiste à trier les élèves, c'est-à-dire que vous allez prendre les élèves les plus en difficulté, les mettre dans le groupe des plus faibles, les mettre quelque part à l'écart. Dans ce groupe des plus faibles, il pouvait y avoir les élèves en situation de handicap, les élèves allophones, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'apprendre le français, parce que tous ces élèves ont des difficultés. Et ça heurte fondamentalement notre identité de professeur. On n'a pas choisi d'être professeur pour trier nos élèves. On n'a pas choisi d'être professeur pour reléguer nos élèves dans un groupe. On a choisi d'être enseignant pour tous les faire réussir. La porte-parole du SNES FSU, donc Sophie Vénétité, sachez que les textes officiels qui vont mettre en place ces groupes de niveau seront présentés jeudi au Conseil supérieur de l'éducation. Une mobilisation dans les rues et l'attente dans les murs du ministère de l'Éducation avec Amélie Oudéa-Castéra sous pression alors que la suite du gouvernement doit être annoncée prochainement. Et une chose est sûre, le lien est rompu entre la ministre et les syndicats. C'est ce qu'expliquait une nouvelle fois Sophie Vénétité ce matin. Aujourd'hui, elle n'a plus la confiance de la profession, c'est une réalité. Enfin, je veux dire, elle a quand même dénigré l'école publique, elle a menti, elle a méprisé l'école publique. Aujourd'hui, la confiance est rompue. Quand on parle de fond avec elle, quand on parle de groupe de niveau, on a beaucoup de mal à échanger, ça a du mal à imprimer. Elle est très déconnectée. Hier, elle nous annonce finalement le renforcement des clubs de maths et de certains dispositifs en plein milieu d'année. Mais on a envie de lui dire, mais avec quel professeur ? C'est pas le ministère de la magie, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et concernant son possible successeur, un nom revient. François Bayrou, relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem, questionné par nos confrères de France 2. François Bayrou, ancien ministre, n'a pas caché sa motivation quant à revenir justement rue de Grenelle. D'abord, j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Je suis entré au ministère de l'Éducation nationale et j'en étais très heureux à l'époque, il y a 31 ans. Je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale, pas depuis ce mois-ci, et que c'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je donnerais pour qu'on retrouve le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays. François Bayrou, donc, qui s'exprimait sur le plateau de France 2 et qui était repris par nos confrères de France Inter. Ce mardi, 21e édition du Safer Internet Day, la journée internationale pour un Internet plus sûr. Et l'association Marion la main tendue et Head Shoulders ont dévoilé les chiffres du cyberharcèlement. Pour 44% des jeunes, les violences se déroulent aussi sur les réseaux sociaux. Une étude qui a été menée auprès des collégiens, auprès des lycéens, des parents, des enseignants. Un cyberharcèlement qui est un phénomène de grande ampleur pour 94% des parents, 91% des jeunes et 90% des enseignants. D'ailleurs, 9 parents sur 10 pensent même que c'est une problématique qui n'est pas assez appréhendée par les pouvoirs publics. Et pour les 19% des collégiens et lycéens qui se disent concernés par le harcèlement scolaire, les violences se concentrent pour la plupart et pour la moitié au collège. D'ailleurs, ils peuvent prendre la forme de messages blessants en ligne ou par téléphone pour près de la moitié des victimes. Et plus globalement, pour 94% de ces jeunes interrogés, les réseaux sociaux contribuent à ce phénomène de harcèlement scolaire. Et pour agir contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, l'association Marion la main tendue propose une application dédiée, l'application Colibri. Elle est disponible d'ailleurs sur iOS ou encore sur Android. Elle propose des solutions de prévention pour détecter les signaux faibles du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc, cette application qui s'appuie sur 3 piliers, la prévention, l'accompagnement, la prise en charge. Elle a été élaborée pour les victimes, pour les témoins de harcèlement ou encore de cyberharcèlement, ainsi que pour les parents. Merci beaucoup Guillaume. Pour les stages de 3e, on fait souvent fonctionner le réseau des parents, des amis, les connaissances, le milieu socio-culturel. Un entre-soi dont sont victimes très souvent les élèves de milieux ruraux ou défavorisés qui se retrouvent avec un stage d'observation donc par défaut. Comment prendre le mal des inégalités à la racine et faire cesser ce qu'on appelle désormais les stages kebab. On en parle avec nos invités. Pour en parler,
parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Virginie Salmen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de Viens voir mon taf. On va parler évidemment de ce que Viens voir mon taf ensemble. Et Aude Kérivel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Merci d'être avec nous sur ce plateau toutes les deux. On l'a dit, la saison des stages vient de démarrer d'une durée de 5 jours. Il est obligatoire pour tous les élèves de 3e. Il est exactement aussi pour les élèves de 4e, il me semble, mais pas obligatoire. C'est pour ceux qui le souhaitent et un peu plus court. Alors, quels sont les objectifs précisément de ce stage déjà? Quelle était l'idée lorsque ces stages ont été proposés, qu'une certaine mesure est proposée? À quoi sert ce fameux stage en 3e? En 3e, on a à peu près quel âge déjà? On a 14 ans, 15 ans? 14-15 ans, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de découvrir le monde de l'entreprise. En fin de 3e, les élèves font un choix d'orientation assez important parce qu'ils vont décider s'ils vont en seconde au lycée général, faire une formation courte ou en pro avec un projet. Et donc, c'est l'occasion de leur faire découvrir un métier pour la première fois et découvrir le monde du travail de manière générale. Est-ce que les élèves qui vont vers la voie justement professionnelle, est-ce qu'ils n'ont pas déjà réfléchi avant de faire ce fameux stage à leur voie? Parce que c'est quand même assez tard finalement. Là, on est au mois de 14-15 ans, donc février. ils ont tous le même niveau de maturité. Donc, il y a plein d'élèves qui ne savent pas très bien en début de 3e ce qu'ils feront l'année prochaine, l'année suivante. Aude Kérivel. Oui, à l'origine, donc ça date de 2005, le stage de 3e, et ce n'est pas un stage, c'est une séquence d'observation en milieu professionnel. Et l'objectif premier qui est affiché, c'est la découverte. C'est pas nécessairement pour préparer l'orientation. Il se trouve qu'on observe que selon les milieux, selon les établissements, ça va devenir la possibilité de préparer l'orientation, de tester une orientation. Pour d'autres, ça va rester la découverte. Mais à l'origine, il y a cet objectif de découvrir le monde professionnel. Et c'est important, cette différence entre séquence d'observation et stage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés produire quelque chose, donc ils ne sont pas censés non plus être compétents pour avoir accès à ce stage. Ils sont là juste pour observer et découvrir. Alors, produire quelque chose, c'est vrai que j'ai revu beaucoup d'exemples. D'ailleurs, un exemple dont vous avez parlé lors de plusieurs interviews, d'un enfant qui, en fait, devait, je crois, reproduire, je ne sais plus, alors 10 cookies ou 20 cookies, c'est ça? Et en fait, du coup, il est en production. Ah oui, alors ça, c'était le déclic qui nous a fait fonder l'association. Oui. C'est un élève qui, justement, avait trouvé un stage dans son quartier. C'était à Romainville, en Seine-Saint-Denis, chez son oncle. Et donc, il devait rouler des beignets dans le sucre. Et donc, il en roulait 20 le premier jour, 30 le deuxième jour, etc. Donc ça, pour le coup, c'est pas du tout une séquence de découverte parce qu'il n'a rien découvert, ni un quartier, ni un adulte, ni une entreprise, ni un nouveau un métier. Il a observé, certes, mais il a beaucoup produit, surtout. Tout ça, voilà. Alors ça, effectivement, il avait pas dû... Enfin, là, il a servi de main-d'œuvre un peu gratuite, mais pour son oncle, ok. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle un stage par défaut, typiquement. Sur l'aspect de produire ou observer, effectivement, c'est une séquence d'observation, donc c'est très, très important que les élèves, qu'on n'attende pas d'eux qu'ils soient comme les plus vieux, par exemple, qu'ils aient un CV fourni ou bien qu'on les sélectionne. C'est très, très important de redire ça pour les professionnels qui vont les accueillir. En revanche, pendant la semaine de 5 jours, enfin pendant le stage, en l'occurrence, faire quelque chose, c'est-à-dire les faire toucher du doigt le métier sans produire, mais bien sûr, avoir une petite tâche concrète, on se rend compte que ça, c'est important pour que l'élève comprenne et qu'il touche un peu du doigt un métier. Mais effectivement, il n'y a pas de production ni d'objectif attendu. Alors, on le dit sur l'observation, qui est vraiment le maître mot, justement. Alors, c'est une séquence, pas un stage, vous le dites. Est-ce que c'est une manière aussi de préciser son orientation professionnelle ou du moins la suite des études? Aude Kérivel. Alors, à l'origine, c'est pas mis dans la loi, c'est pas indiqué. En revanche, on s'aperçoit que dans certains établissements, et notamment dans les établissements en réseau d'éducation prioritaire, où on va avoir une part plus importante, voire parfois majoritaire, d'enfants qui vont être orientés à l'issue de la 3e, et bien dans ce cas-là, ça prend cette fonction de tester une future orientation. Après, dans d'autres établissements où on est hors réseau d'éducation prioritaire, et alors quand on est en plus dans des territoires avec une majorité de familles de milieux favorisés, on n'est absolument pas dans cette dimension de tester une future orientation. On est vraiment dans une dimension de découverte. Et alors, dans les milieux les plus favorisés, on va être carrément dans
un premier marqueur social prestigieux qui pourra peut-être être mobilisé dans le CV plus tard. Donc il y a déjà un investissement et une stratégie familiale où j'ai le souvenir dans mes enquêtes de parents qui disaient nous, on ne veut pas que l'enfant veut être journaliste, est intéressé par le milieu du journalisme, mais on ne veut pas qu'il le fasse aux Parisiens parce que ce n'est pas assez bien, il faut qu'il le fasse au monde. Donc vous avez vraiment un écart extrêmement grand entre la manière dont ce dispositif va être utilisé, mobilisé et va se concrétiser selon les milieux dans lesquels on se trouve. Et oui, c'est peut-être toute la question justement, en tout cas l'angle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marqueur social, la différence entre évidemment les élèves et l'accès à ces fameux stages dont ils rêvent dans l'absolu. On peut bien imaginer que c'est pas le même pour tout le monde. D'ailleurs, Gabriel Attal, dans ses vœux, répétait qu'il voulait absolument que aucune porte ne soit fermée pour les élèves. Dans la réalité, concrètement, est-ce que c'est vrai ? Alors non, effectivement, pour les élèves de l'éducation prioritaire, c'est tout le contraire. Enfin, c'est un stage qui est obligatoire, qui compte pour la scolarité. C'est un vrai objet scolaire. Et les élèves qu'on accompagne, quand par exemple, j'ai le souvenir d'élèves qui voulaient faire un stage dans le monde du luxe, ils ont, devant nos yeux pour certains, passé 20 à 30 coups de fil et ils se sont pris des refus 20 à 30 fois. Donc c'est très violent pour des élèves qui ont 14-15 ans. Et c'était au moment où justement on avait 2 stages dans le magasin Hermès de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris qui venait d'arriver sur la plateforme. Donc on leur a proposé ces stages. Évidemment, leurs yeux se sont écarquillés. Et donc c'est un peu ce que disait Aude, c'est-à-dire que le rôle de Virginia Montaf, c'est de proposer justement cet accès à des lieux de stage prestigieux à des élèves qui, au départ, sont, comme on le dit, sans réseau, c'est-à-dire qui ont des parents à 66% ouvriers ou inactifs, donc qui ont un petit réseau professionnel, et pas, par exemple, comme aux enfants de cadre que peut-être vous connaissez. En tout cas, moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai des parents qui vont dire à leur enfant alors, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Donc, dans mon réseau, il y a ça. Donc, ça peut être Le Monde, Renault, Havas. Qu'est-ce que tu voudrais tester ? Et donc, oui, mais alors, c'est ce qu'on fait finalement. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait ma petite enquête, pas aussi importante que celle que vous avez menée, effectivement, au moment. C'était quand votre enquête en 2000 C'était... Bon, il y a quelques années, dirons-nous. Il y a 6 ans, voilà. à peu près. Donc, cette enquête menée sur les stages de 3e. En tout cas, la mienne, je me suis bien rendu compte, effectivement, que la réalité, c'est, oui, on propose à mon enfant de faire un stage en 3e, mais encore faut-il le trouver, ce fameux stage. En ouvrant, alors, quand on vient vous rencontrer, chez Virginia Montaf, on peut avoir des possibilités, mais c'est quand même très difficile et fatalement, on va vers son réseau. Le réseau familial dont on parle, et la dichotomie qui s'opère avec les familles, donc des milieux ruraux très souvent, ou effectivement dans les REP et REP+, on est bien défavorisés, on se rend bien compte, et Le Monde a appelé ça d'ailleurs les stages kebab. Je ne sais pas si le mot est heureux, parce que c'est un peu discriminant, je trouve que voilà, il n'y a rien de mal au contraire à y travailler, mais c'est une situation en fait qui veut expliquer qu'on n'a pas trop le choix et qu'on va là finalement en face de chez soi. C'est quelque chose de répétitif ? Ah oui, c'est quelque chose de... Enfin, peut-être, Aude, je peux te laisser répondre là-dessus. Juste pour faire une petite incise, en fait, stage kebab, c'est une expression, justement, des quartiers populaires que Le Monde reprend et l'explique comme ça. Effectivement, c'est-à-dire qu'on fait le stage au kebab du coin, donc ça veut dire le petit commerce. En gros, l'élève, il part de chez lui le matin, il va jusqu'au collège, et sur le trajet, il y a une pharmacie, un Franprix. On ne l'a pas appelé stage pharmacie, par exemple. Oui, parce que c'est moins parlant. Alors voilà, en général, les pharmaciens sont très sympas et accueillent beaucoup d'élèves, voilà, qui veulent pas forcément être pharmaciens d'ailleurs, mais c'est vraiment des commerces de proximité. Donc voilà, l'idée de cette expression, c'est ça, c'est le commerce de proximité. Donc le stage par défaut pas choisi. Non, j'imagine bien que l'idée n'était pas discriminante, mais enfin, je voulais quand même qu'on puisse le souligner. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'opère effectivement, c'est ce côté réseau en fait qu'on tente d'avoir, comme on peut quand on est parent, parce que la réalité c'est ça finalement. En fait, la majorité des élèves trouvent leur stage par le réseau familial. Après, il y a parmi les élèves de milieux populaires dont les parents sont au chômage ou dont les parents sont ouvriers ou dont les parents sont à des emplois précaires et qui n'ont pas la possibilité de faire venir leur enfant sur leur lieu d'emploi. Voilà. Eh bien, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, va s'opérer une mise en place d'actions au niveau des établissements, parce que plus il y en a dans une classe, plus les enseignants vont être mobilisés.
pour aider ces élèves à trouver des stages. Donc il y en a même qui vont se retrouver du coup à faire leur stage avec le CPE parce qu'il n'a pas trouvé de stage. Donc dans des établissements où il y a une forme de mixité sociale, vous allez avoir les élèves qui vont trouver par leur réseau, et puis il va en rester 4-5 qui vraiment n'ont pas trouvé, même avec le réseau du parent, des copains, et qui donc vont devoir trouver via les enseignants ou tout seuls. Et puis vous avez dans des établissements où on a une majorité d'enfants de milieu populaire, et bien là vous allez avoir presque toute la classe qui va devoir trouver lui-même. Et c'est là où il y a quelque chose de très important dans cette expérience. Les enfants qui trouvent par leur réseau familial, ils vont être encadrés, accompagnés, coucounés par les parents, les tontons, les tatas. Et donc, on va les accompagner dans ce milieu professionnel. Les enfants qui trouvent par eux-mêmes, ils envoient parfois 50 CV et ils ont des refus. Et tout à coup, la première expérience du monde professionnel qu'ils ont, c'est le fait qu'ils y sont déjà pas bienvenus. Alors que il n'y a pas à avoir une expérience. Et pas bienvenue, non pas parce que l'entreprise finalement ne peut pas prendre du temps pour ce fameux élève qui vient 5 jours chez lui et qui a besoin d'observer, etc. C'est ce que vous mettez en lumière, c'est le côté discriminant finalement de la situation de l'enfant. On ne peut pas comparer entre des enfants qui sont passés par réseau parce qu'eux n'ont pas fait de CV, n'ont pas fait de lettre de motivation et n'ont pas eu ce processus de recrutement. Les enfants de milieu populaire, eux, ils font toutes ces démarches et donc ils se retrouvent à envoyer un certain nombre de CV. Alors après, il est évident qu'on observe qu'un enfant noir, il va envoyer beaucoup plus de CV qu'un enfant blanc. Il y a, à l'échelle d'établissements, ils savent, ils ont été vers la même boutique et il y en a une qui a accepté le blanc et l'autre qui a accepté le noir. Donc on peut faire l'hypothèse, s'il y avait eu des testings, on peut faire l'hypothèse qu'on aurait vu de la discrimination. Mais il n'y en a pas, donc on ne peut pas le prouver. Et c'est très compliqué de distinguer ceux qui sont accompagnés par réseau parce qu'ils ne passent pas par toutes ces étapes qui sont des étapes de recrutement comme pour un salarié finalement. Et c'est là où on met des enfants de 14 ans dans des situations extrêmement différentes entre je t'accompagne une jeune qui va en stage à l'OCDE en Italie, mais du coup qui est chez sa tante et qui va suivre sa tante à l'OCDE en Italie, versus un enfant qui a fait je ne sais combien de lettres de motivation pour essayer d'aller dans un univers où il ne connaît personne, dans une ville peut-être où il ne connaît personne. Et donc ça va être... on n'est absolument pas sur les mêmes expériences. C'est le premier acte finalement de discrimination sur la voie de la profession. Oui. C'est vraiment des élèves qui se disent effectivement, quand je devrais trouver un travail pour de vrai, en plus rémunéré, qu'est-ce qu'on me dira si là pour 5 jours de stage non rémunéré, on m'oppose autant de refus. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Aude Kérivel, c'est que ça souligne vraiment la différence d'acteurs autour de ce stage de 3e. C'est-à-dire qu'un enfant de cadre, c'est papa-maman qui va appeler et qui va dire est-ce que tu peux prendre mon fils ou ma fille 5 jours à telle date, et qui va s'occuper de tout. Et effectivement, les élèves donc, à qui on demande des CV et des lettres de motivation, et ça semble normal à tout le monde, des papiers d'identité avec des listes parfois incroyables, des cartes d'identité, parfois on demande des cartes de sécurité sociale. Donc nous, souvent, on rappelle aux professionnels qui sont dans un processus de recrutement, comme pour un adulte, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça en fait. Mais c'est juste comme ce sont des étrangers et que c'est pas du réseau, ils se sentent obligés pour la sécurité de leur entreprise de faire ça. Et ce qui finalement, quand on y pense, paraît un peu dingue. Demander à un enfant de 14 ans qui n'est pas censé même avoir une carte d'identité, il n'est pas obligé, de fournir sa carte d'identité, sa carte de sécu et tout un tas de choses. Et donc si par exemple le titre de séjour n'est pas en règle, s'ils ont un passeport d'un pays étranger, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un processus de recrutement très sérieux quoi, et pas du tout adapté. Oui, bien sûr. Pour lutter contre ces stages par défaut, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité en mai 2018 la mise en place d'une bourse au stage pour les élèves de 3e en REP+, qui s'est ouverte après, je crois, aux élèves de REP aussi par la suite. Et c'est ainsi que donc, la plateforme Mon Stage de 3e.fr a été ouverte. Est-ce que cela, ça a permis déjà une sorte de désengorgement, en tout cas d'ouverture vis-à-vis de ces enfants-là?
Alors, c'est une plateforme dont on est partenaire, Via Vers mon taf et d'autres associations. Donc, on y contribue notamment en pourvoyant la plateforme en offres de stage. Et l'objectif, c'était d'arriver à 30 000 offres de stage, ce à quoi on est parvenus tous ensemble. Alors, dans les 30 000 offres de stage, elles ne sont pas encore toutes pourvues, loin de là. Donc, ça, c'est encore le gros travail à faire. Et ce dont on se rend compte au fur et à mesure des années, c'est que quand une association accompagne les élèves, donc comme Via Vers mon taf, en plus des offres, il y a un taux de matching qui est plus important forcément, et que des offres seules à destination des élèves de l'éducation prioritaire, et ben, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un catalogue peut être aussi incroyable que possible avec des enseignes et des noms d'entreprises très prestigieuses. Les élèves ne se sentent pas autorisés à y postuler, ou parfois ne savent pas si c'est accessible en transport en commun ou n'ont pas les compétences numériques pour réussir via une plateforme à candidater. Et donc, passe à côté de ce stage alors que des professionnels se sont mobilisés et ont proposé d'accueillir un élève 5 jours. Oui, l'enjeu aussi, c'est la mobilité sociale, parce que vous le disiez toutes les deux, finalement. C'est l'idée de partir dans une autre ville, ou en tout cas dans un autre quartier. C'est peut-être l'angoisse aussi pour des enfants qui ne sont pas forcément habitués. Je pense à la fois aux zones rurales et à la fois, effectivement, au REP. Peut-être que l'idée première, comme vous le disiez, on appelait ça les stages kebab, c'est de dire qu'on va en face de la maison, et puis on se dit, tiens, pourquoi pas. Et encore une fois, il n'y a rien de mal, au contraire, à le faire. C'est une profession tout à fait honorable, mais c'était l'idée de dire, on ne prend pas la possibilité, on ne s'offre pas cette opportunité d'aller voir plus loin. Il faut des compétences. Enfin, déjà, il faut avoir la possibilité de payer un pass Navigo, ou d'être emmené en voiture par quelqu'un, ou d'avoir un bus qui peut emmener l'enfant dans l'endroit où il y aura le stage. Donc, c'est pas forcément évident. Nécessairement, il y a des inégalités en termes de budget. Et puis, en effet, si on a le parent qui travaille à Paris et qui peut faire le premier trajet en accompagnant l'enfant dans l'entreprise, ou au contraire qui ne peut pas le faire, ça va forcément avoir un effet sur le territoire sur lequel les personnes vont potentiellement accompagner leur enfant ou accompagner les enfants à aller. Jusqu'où on recherche un stage, finalement. Est-ce qu'on reste dans le quartier, dans la ville? Il y avait même dans mon enquête, il y avait même des établissements qui disaient, le critère, c'est qu'il ne faut pas que ça soit dans le quartier. Et donc, il y avait une volonté de l'établissement de faire en sorte que les élèves aillent en dehors du quartier, avec cette idée que c'est une première expérience du monde de l'entreprise, mais ça peut être aussi une première expérience d'une autre ville, de Paris ou de Lyon, ou d'une grande ville pour des enfants qui sont en périphérie ou qui sont dans des plus petits villages. C'est aussi beaucoup de choses nouvelles. Et donc, pour ces choses nouvelles, il faut avoir la possibilité d'être accompagné aussi. Est-ce que le fait que Via Vers mon taf, par exemple, propose aussi, en tout cas rassure les entreprises qui peuvent proposer ces stages aux élèves? Parce qu'on se dit, pourquoi pas accueillir, mais qu'est-ce que je vais lui donner à faire? J'ai déjà pas le temps, je m'en sors pas. C'est souvent le cas. Oui, effectivement. Il y a un accompagnement dont on a parlé côté élève, mais il y a aussi un accompagnement du côté des professionnels, parce que c'est pas évident, d'une part, d'accueillir un élève de 3e et de savoir quoi lui faire faire pour que le stage soit intéressant, et surtout que le professionnel en tire quelque chose qui lui donne envie de recommencer, parce que l'idée, c'est pas de le faire juste une fois, c'est de mettre en place des habitudes d'accueil de plus en plus de stagiaires pour que justement cette mixité sociale, elle ait lieu. Et effectivement, en plus, c'est pas un élève qu'on connaît, c'est un élève étranger. Il y a forcément parfois des clichés de part et d'autre, donc de la part des élèves sur le milieu qui va l'accueillir et vice-versa. Donc effectivement, c'est à nous d'une part de les rassurer, mais surtout de faire en sorte qu'ils accueillent les élèves de manière bienveillante et qu'ils pensent à tous les petits points. Parce que ce qu'on évoquait à l'instant, c'est par exemple, il y a plein de choses il y a plein de biais qu'on a tous et qui ne sont pas évidents. Quand on va accueillir un élève de l'éducation prioritaire, on ne va pas forcément penser que si le repas n'est pas pris en charge, peut-être l'élève va refuser le stage parce qu'il ne pourra pas déjeuner, il n'aura pas les moyens de le faire. C'est quand même un budget qui, pour un enfant de cadre, paraît rien du tout et c'est juste la vie normale. Et puis, pour un élève de l'éducation prioritaire, ça peut être totalement empêché de faire le stage parce qu'il y a effectivement le transport. Il y a pour tous les élèves d'ailleurs, pas que prioritaires, parce qu'en fait, ça concerne tous les élèves des familles françaises. Modestes. Oui. Effectivement. Tous les élèves de familles modestes se posent la question de est-ce que je pourrais payer le transport, le repas le midi, même tout simplement les vêtements pour aller de manière correcte. Et comme justement vous êtes en lien, on le disait, avec
avec cette initiative, cette plateforme en stage de 3e.fr, vous avez fait remonter cette information. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont mettre en place justement davantage de bourses, davantage de financement pour le déplacement, pour les repas des élèves? Alors, en fait, donc, cette plateforme dépend de l'Agence de cohésion des territoires qui finance certaines associations. Voilà. On aurait besoin évidemment tous de plus de moyens parce que pour l'instant, on aide une petite partie des élèves de l'éducation prioritaire. Donc, évidemment, si le gouvernement dégage davantage de moyens, on saura tout à fait quoi en faire. Voilà, parce que vous les aidez à trouver le stage, mais en même temps, vous les aidez financièrement, ces élèves? Alors, on les aide à trouver le stage. On les accompagne sur une année entière, de la fin de la 4e à la fin de la 3e. Donc, ça représente beaucoup d'ateliers. Et puis, parfois, effectivement, au cas par cas, si on se rend compte que les élèves qu'on connaît très bien ne peuvent pas payer un pass Navigo, par exemple, ou c'est arrivé récemment une tenue pour aller en stage, effectivement, et bien sûr, on les aide. On ne veut pas que ce soit un frein au stage. Oui, donc comme quoi il y a encore un vrai progrès à faire. En fait, ce que mettait en avant Virginie, c'est aussi le stage. Il y a les 4 jours. Les 4 ou 5 jours, mais c'est aussi un avant, un après. C'est-à-dire qu'avant, souvent, dans certains établissements, il va y avoir des forums des métiers ou des semaines des métiers. Il peut y avoir aussi des temps pour accompagner la présentation de soi, pour donner un petit peu des codes du monde de l'entreprise. Et puis après, il va y avoir un rapport de stage, il va y avoir des oraux qui vont être notés et qui maintenant, récemment, comptent dans la moyenne de l'élève. Donc c'est tout un processus qui est égrené tout au long de l'année de 3e et donc qui va être quelque chose d'assez fondateur. Enfin, en termes dans la mémoire des jeunes, c'est une première fois, donc c'est extraordinaire par rapport à leur quotidien. Pour nous, quand on accueille... Il va falloir qu'on rentre, mais je comprends à quel point, effectivement, cela est important et le sujet est important. On a largement dépassé le temps, mais voilà, vous pouvez aller voir sur Viens voir mon taf ce que Virginie Salmel ainsi que vos collaborateurs proposent pour vous aider, vous qui cherchez un stage en classe de 3e et peut-être pour la seconde aussi, j'imagine que vous suivez. Pour l'instant, 3e. Que 3e, bon. Et fin de 4e, comme vous le disiez. Voilà. Et puis, évidemment, lire... votre enquête qui est disponible. Oui, tout à fait. Votre qui révèle. Voilà. Merci 1000 fois. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, alors sensibiliser à l'écologie dès le plus jeune âge, c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour préserver notre planète, pour aborder les choses avec son enfant sans créer un climat anxiogène. Les livres peuvent aider. Un en particulier, celui-ci, on va accueillir son autrice Sandra Laboukari. Elle est avec nous, Animaux à protéger aux éditions Sans Dessus Dessous. Merci beaucoup d'être avec nous, Sandra. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie. Alors Sandra, je dois vous avouer que j'étais il y a quelques jours dans la grande galerie de l'Évolution et j'étais fascinée par tous ces animaux sublimes dont on parle trop peu. Et surtout, j'étais fascinée de voir à quel point les enfants étaient curieux de revoir, alors je ne vais pas tous les citer, mais des animaux effectivement en voie de disparition. Oui, les enfants ont une capacité extraordinaire à s'émerveiller de tous les êtres vivants qui peuvent être près d'eux si on prend le temps de les regarder avec eux et de partager leur émerveillement. Vous pouvez tout simplement inviter un enfant à observer une mouche ou une fourmi et ça peut être vraiment fascinant de voir des toutes petites bêtes comme ça et de les voir évoluer, d'agiter leurs pattes, de prendre des positions un peu étonnantes, d'essayer de repérer leurs yeux, etc. Les enfants, je crois, donc là, c'est des petites bêtes comme les insectes et puis évidemment après vers des animaux qui vont peut-être un peu plus nous ressembler comme les mammifères. Évidemment, là, il va y avoir un côté plus affectif. Mais la curiosité pour le monde vivant, elle est très facile en fait à entretenir, à encourager chez un enfant. Oui, c'est ça, parce que les animaux à protéger, finalement, on a envie de tous les protéger. On sait à quel point on est proche de nos chats, de nos chiens ou autres oiseaux ou lapins. Mais c'est vrai que là, dans votre livre « Animaux à protéger », on parle évidemment des animaux en voie de disparition. Et en fait, c'est une façon de raconter l'histoire autrement. C'est une histoire, celle de Salomé, qui se balade dans la forêt, qui voit, je crois, un petit crapaud, si je me souviens bien, ou une grenouille, je ne sais plus. Et puis après, qui raconte. Mais c'est aussi une sorte de documentaire, finalement.
finalement, un récit du constat de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vraiment, j'insiste beaucoup sur le côté documentaire. Moi, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. Je suis journaliste donc en presse jeunesse. Donc les sujets environnementaux, on les traite depuis vraiment très longtemps. Et le documentaire est très présent. Donc pour faire ces livres, il se raconte comme une histoire, mais j'ai travaillé comme une journaliste. C'est-à-dire que j'ai interrogé des experts, j'ai fait des recherches documentaires. Ce sont des informations qui sont vérifiées. Il y a aussi une relecture scientifique de l'ouvrage. Et ce qui m'intéressait avec les animaux à protéger, c'était de sortir juste de l'image du panda. Alors bien sûr, dans le livre, on va parler du panda, qui est tout joli et qui est un peu emblématique sur ces espèces à protéger, mais c'était vraiment d'élargir, de montrer en fait que chaque être vivant finalement pouvait être protégé. Et d'ailleurs, on rentre dans le livre, dans l'histoire de Salomé, avec plutôt un crapaud. Donc les crapauds, c'est pas forcément les animaux les plus jolis, c'est moins joli qu'un panda comme ça, mais il a tout autant le droit d'exister et de vivre. Et on va voir comment Salomé va prendre soin en fait de ces crapauds, les aider à traverser pour rejoindre leur mare, pour que ensuite ils puissent ensuite se reproduire. Cette histoire de crapaud, en fait, ça m'est venu par un reportage, en fait. J'ai pas rencontré une Salomé, mais c'était une autre petite fille pour un autre journal pour lequel je travaille, que j'avais interviewée et qui était réellement engagée dans une association et qui, tous les ans, au printemps, à peu près à cette période, peut-être un peu plus tard, va aider tous les batraciens, les crapauds, les grenouilles, les salamandres, à traverser la route pour pas qu'ils se fassent écraser. Et cette action-là, elle est assez emblématique de la protection des animaux parce qu'elle montre à la fois que les humains, on a empiété sur le territoire des animaux en construisant nos routes, on a traversé les forêts. Et donc maintenant, pour arriver à prendre soin de cette vie, il faut apprendre à partager notre territoire et à prendre soin des animaux qui nous entourent. Avant cette édition de Animaux à protéger, vous avez d'autres tomes qui ont été édités dans la même collection, la collection L'écologie. Il y a eu Une terre précieuse et La vie de la forêt. L'intérêt des enfants est immense pour le sujet de l'écologie, même à l'âge de 6 ans, puisqu'on peut lire effectivement cette collection dès 6 ans. Oui, je crois qu'ils sont... Alors, on en parlait tout à l'heure, les enfants très jeunes peuvent s'émerveiller, être émerveillés de la nature qui les entoure, sous peu qu'on les encourage. Donc il y a cette sensibilité, j'ai envie de dire, naturelle. Les enfants tout petits ont des questions très simples et très existentielles sur la vie. Donc ça, je pense qu'on peut saisir ça pour leur parler d'écologie. Et bien sûr, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, très jeunes, les enfants, on leur demande de faire attention à l'eau, par exemple. On leur demande de faire attention à l'énergie. Ils vont entendre parler très, très rapidement du changement climatique. Et toutes ces questions-là peuvent être très anxiogènes, très angoissantes. Et pour y remédier, en fait, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'expliquer, de comprendre le fonctionnement, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, et de ne pas laisser les enfants avec cette question comme une fatalité, comme quelque chose sur laquelle on ne peut pas agir en fait. C'est important de montrer qu'il y a des gens qui agissent, pas seulement au niveau individu. Là, je ne parle pas seulement des petits gestes que chacun peut faire. C'est important de montrer qu'il y a aussi des actions qui sont collectives et qu'eux aussi peuvent agir à leur niveau, mais que bien sûr, ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a aussi des adultes qui doivent prendre les bonnes décisions pour éviter et limiter le changement climatique. Alors justement, pour pouvoir partager ces moments de lecture avec ces enfants, c'est bien aussi pour les adultes de revoir ce schéma, et évidemment pour les enfants aussi. Un schéma qui montre effectivement les menaces actuelles, très claires, donc la surpêche, la destruction de l'habitat, les constructions dont vous parliez, les routes et autres immeubles, la pollution, la captivité, la chasse, le réchauffement climatique, c'est évident, et puis les solutions à opérer à la fois adultes et enfants. C'est très précis, ce petit schéma, il est assez chouette. Vous pouvez même le photographier chez vous, le garder de temps en temps quand on oublie à quel point on peut être acteur de sa propre vie et de son entourage. Et voilà, et donc apprendre à vivre ensemble,
lutter contre le braconnage, adapter l'agriculture, tout autant de choses qu'on retrouve dans ce livre documentaire, on va appeler ça comme ça, car il est très complet, hein, vraiment. On comprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses aussi. Et donc voilà, bravo à vous Sandra Laboukari. Donc Animaux à protéger aux éditions Sans Dessus Dessous. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous nous emmenez, cher Guillaume, au Royaume-Uni avec cette question: pourquoi les Français ont-ils tant de mal à parler anglais? Oui, c'est l'hebdomadaire londonien The Spectator, mi-janvier, qui a engagé cette insolente question en anglais. S'il vous plaît, why do the French struggle to speak English? Donc pourquoi les Français ont-ils autant de mal à parler anglais? Le journaliste Patrick West, qui a rédigé l'article, a commencé par citer une enquête du Times, comme quoi de nombreux Français ne savent pas saluer basiquement quelqu'un en anglais. Il renchérit avec une étude publiée par Preply, qui est une application d'apprentissage des langues ainsi qu'une plateforme d'apprentissage en ligne. Bilan, les termes les plus fréquemment recherchés sur Google pour obtenir une traduction sont parfois des mots basiques. L'exemple le plus frappant, bonjour, 14 800 recherches par mois. Autre exemple, les jours de la semaine. Jeudi est 6 fois plus recherché que le lundi. Et après les jours, vient les mois. Près de 6600 recherches mensuelles par exemple. Et puis le mois de mars est près de 10 fois plus recherché que le mois de septembre, décembre ou encore novembre. Là on comprend pourquoi, hein. September, November ou encore December, il y a juste à inverser 2 lettres. La traduction des mots chemise, chiffre ou encore madame, voire merci, là c'est 6600 interrogations par semaine sur ce même moteur de recherche Google Traduction. Bon alors essayez de nous rassurer s'il vous plaît Guillaume, au niveau mondial et européen, est-ce qu'on est si nul que ça? Oui et non. Je sais que c'est une réponse que vous aimez. Alors en novembre dernier, Education First, entreprise spécialisée dans la formation et les séjours linguistiques, a publié une étude. Sur 113 pays issus des 5 continents, la France se classe 43e, soit une maîtrise moyenne de l'anglais. Mais là, c'est pas rassurant. Au niveau européen, nous sommes 30e sur 34e, avec une tendance qui est en baisse également sur 4 ans. Une bonne pratique toutefois de l'anglais en Île-de-France. Sinon, on a 4 départements qui sont faibles. Nous avons la Bourgogne-Franche-Comté, la Guadeloupe, la Martinique et la Corse, avec une égalité entre les hommes et les femmes. Et alors, quelle image on a, nous, Français, outre-Manche? Alors, j'ai contacté Sarah Kenata. Elle est journaliste, elle est productrice, elle travaille à Londres, elle bosse également pour la boîte de production Banijay. Alors déjà pour elle, il faut revoir les cours d'anglais. La hantise de tous les Français, je pense, en cours d'anglais, c'était les verbes irréguliers. En fait, on commence avec ça. Sauf que aujourd'hui, moi, je réside en Angleterre. Si je fais une erreur dans une phrase par rapport à un verbe irrégulier, le Britannique ou l'Américain, il verra pas l'erreur parce que lui-même, il les connaît pas. Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est le vocabulaire. Et on a ce problème en France quand on apprend une langue, particulièrement l'anglais, c'est de pas apprendre ni la culture anglaise, ni le vocabulaire. En fait, on apprend directement la conjugaison, ce qui n'est pas utile. Si tu n'as pas de vocabulaire, tu ne parles pas la langue. Et je pense que c'est ça qui nous dessert. Alors on en parlait, le vocabulaire, c'est ce qui nous manque le plus. Pour Sarah, il faut des professeurs qui sont natifs, qui ont vécu aussi dans des pays anglophones, pour qu'ils puissent tout simplement nous apporter les bases et sortir des cours dits classiques. Bien sûr, parce qu'on reste sur le blocage de se dire il faut la grammaire, sauf que tu vas dans un pays, juste un week-end à Londres, si tu n'as pas la grammaire, le Britannique en face de toi, il va te comprendre. Mais il te faut le vocabulaire. Et ça, c'est un problème. Et je ne comprends pas pourquoi c'est un problème en France, parce qu'en espagnol, ce n'est pas le cas. On a le vocabulaire. Et surtout la culture. En cours d'espagnol, on apprend qui est Don Quichotte, on apprend le journal El País, on a plein de trucs. Mais en cours d'anglais, à part parler de la reine Elisabeth, on n'a rien. C'est que de la grammaire, que des choses. En fait, personne n'aime les cours d'anglais en France. Alors, il y a un autre problème. Les faux amis. Est-ce que ça vous parle, ça, Virginie? Par exemple, les faux amis, on pense à des mots comme planning, à babysitting. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est pas la même traduction, en tout cas en Angleterre. Écoutez. Le dressing, pour nous, c'est un endroit, un placard. OK? Et ben en anglais, si tu dis dressing, ça veut dire en fait la sauce dans la salade. Pour dire dressing, il faut dire a walk abroad. Ça veut dire en fait les Anglais sont logiques. C'est un dressing, c'est un grand espace pour aller chercher ses vêtements. Donc a walk abroad. Donc c'est aller chercher ses vêtements. Mais ça pourrait être aussi par exemple les baskets. Les baskets, en fait, basket en anglais, ça se dit basket, ça s'écrit pareil, mais c'est un panier. Genre tu mets le pain dedans ou un panier de basket. Mais pour les chaussures de sport,
il faudrait dire trainers si tu es en Angleterre ou sneakers si tu es aux États-Unis. Parce que si tu dis basket, personne ne te comprend. Alors, il y a d'autres exemples. On pense par exemple au baby-foot qui signifie le bébé du foot, alors qu'en fait, c'est table football. C'est comme ça que ça se prononce, rugbyman. C'est un mot qui n'existe pas. C'est un rugby ou un football player. Et cette question, parce qu'on parle de nous les Français, mais est-ce que nos voisins parlent français? La réponse est non. À part savoir dire bonjour, et ils te disent bonjour, ou oui, oui. Alors, j'ai beau leur dire que oui, oui, c'est un dessin animé en France et que ça n'a aucun sens en français, qu'il faut dire oui, ils ne veulent pas comprendre. Ou alors le fait de dire croissante au lieu de croissant, ou alors pour le pain au chocolat, ils vont te dire croissante au chocolat. Alors tu as beau leur expliquer que c'est pas la même pâtisserie, enfin c'est pas la même viennoiserie, pardon. Voilà, ils sont pas très forts en langue, on va pas se mentir, ils savent dire hola en espagnol, bonjour, enfin voilà. C'est vraiment, je pense qu'ils connaissent plus les trends TikTok en français plutôt que vraiment la langue. Bon, des conseils malgré tout à donner si vous souhaitez apprendre l'anglais. Le mieux, c'est d'écouter vos musiques préférées, mais d'avoir les traductions et de surligner les mots-clés, de regarder des films également en version originale sous-titrée en français, ou alors de suivre tout simplement, c'est ce que me disait Sarah, eh bien, des conférences de presse ou d'écouter les interviews de vos artistes préférés, ce qui vous permettra d'écouter, et on apprend mieux en écoutant. Et les films en VO, évidemment, sous-titrés, c'est génial. Bah oui. Et il y a plein de profs quand même, on leur rend hommage, qui enseignent l'anglais divinement avec un vocabulaire génial et plein d'histoires qui permettent que ça soit un peu plus ludique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, cher Guillaume. On va retrouver Malika Ménard dans Citoyen d'écolier, et cette semaine, son invité est l'auteur et humoriste Salia Aïtamou. Est-ce que tu étais bonne élève? Franchement, j'étais quand même bonne élève. Ah, bah tu nous dis, je comprends pas. En fait, j'étais quand même bonne élève, mais toujours dans la moyenne. Mais tu avais l'impression que par rapport aux efforts que tu fournissais, tu n'avais pas les résultats escomptés? Complètement. Ah oui. Et parce que c'était un problème de compréhension? Oui, c'était un pas problème de concentration. Non, c'était un problème de compréhension. C'était quoi la manière dont c'était enseigné qui allait pas? Oui, la manière dont c'était enseigné. Et en fait, pour refaire un peu le fil, mon père savait. Entre parenthèses, que mes parents sont issus de l'immigration, les professeurs disaient à mon père que mes frères, qui étaient plus grands, étaient, à l'époque ils disaient surdoués, mais étaient au potentiel en fait. D'accord. Sauf que mon père n'a jamais su trop quoi en faire. Il ne savait pas trop, il ne connaissait pas, il venait d'arriver en France. À l'époque, il venait pour travailler, etc. Donc, il ne maîtrisait pas du tout le sujet. Ton père venait du Maroc? Oui, ils sont arrivés du Maroc. Mon père est arrivé en France, du Maroc, dans les années 70 à peu près. Ok. Donc, moi, j'ai un grand frère. Mon frère aîné a la cinquantaine maintenant. Donc, ma sœur et mon autre frère. Et après, il y a mon autre frère. Et après, il y a moi. Et après, mon petit frère. Donc, les aînés étaient au potentiel? Oui. Et tu penses que toi aussi? Du coup, moi, j'ai cherché plus loin que mes frères et sœurs. À l'âge de 28 ans. Donc, j'ai eu tout mon parcours avec la difficulté de m'insérer dans la société, l'écriture qui prenait de plus en plus de place, la remise en question, le manque de confiance en soi, etc. Et en fait, au fur et à mesure, dans mes interactions sociales, je voyais que c'était toujours très difficile, en fait, pour moi. Ça me demandait toujours beaucoup d'efforts. Et j'ai fini par aller consulter et passer les tests depuis. Ah, parce que c'était au-delà de l'apprentissage à l'école, tu avais même l'impression que dans ton rapport avec les autres, dans ta sociabilisation, il y avait un problème. Ouais. Donc à 28 ans, tu fais des tests, et là? Et là, c'est comme ça que j'apprends que je suis haut potentiel émotionnel. D'accord. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu reçois cette information-là? Qu'est-ce que je fais? En fait, cette information-là, elle a été détectée grâce à une thérapeute qui s'appelle Karine Lesker, déjà qui a réussi en fait à m'aiguiller, on va dire, vers un psychologue qui fait passer les tests de QI. C'est grâce à un texte à moi. Donc, c'est grâce à l'écriture, en fait, que j'ai été diagnostiquée. Et qu'est-ce que je fais? Franchement, la première phrase ça a été un soulagement. Et la première phrase que j'ai sortie le lendemain, quand je l'ai su, ça a été c'est la première fois que je dors à ma place. Il y a un soulagement, il y a une explication de toutes ces petites problématiques de l'enfance. Mais après, comment on aborde l'avenir? En fait, à partir du moment où après, c'est vraiment personnel, mais à partir du moment où vous prenez conscience et qu'on vous dit, voilà, vous êtes comme ça, vous fonctionnez comme ça, puis que derrière, il y a tous les professionnels après que vous allez voir derrière, en fait, vous comprenez
pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et du coup, franchement, vous êtes plus sereine. J'étais plus dans ce questionnement, en fait. Je suis sortie de ce mal-être et de ce questionnement. Donc la scolarité, quand tu jettes un regard dessus, c'est un bon ou un mauvais souvenir au final? Franchement, c'est un bon et un mauvais. Je ne peux pas dire que c'est un bon et un mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mauvais souvenir. Parce que clairement, je n'ai pas réussi à valider tous les diplômes que je voulais. Je n'ai pas réussi à aller au-delà de ce que moi, j'avais envie de faire. Par contre, j'en garde un très bon souvenir parce que mes professeurs, ils m'adoraient. Et ils m'adorent toujours. C'est vrai? Tu es toujours en contact avec tes professeurs? Ouais. Tous? Ouais, même mes professeurs de BTS et tout. Mais non. Si. Ouais. Pas un en particulier, quoi. On est en contact avec tout le monde. Non, j'ai même encore du collège. Du collège, ouais. J'ai encore des. Ouais. J'ai encore. Ouais. Et vous vous dites quoi? Ça va. Qu'est-ce que tu deviens? Je les croise à La Roche. Ah oui, aussi, à La Roche-sur-Yon. Ils sont restés à Caen, j'y vais jamais. Est-ce que tu avais quand même dans tous ces professeurs à qui tu parles un prof préféré ou une matière préférée? Est-ce que j'avais un prof préféré? Franchement, ils avaient tous une personnalité différente. Et j'avais... ma prof en BTS quand même. Donc dans les études secondaires? Ouais, dans les études... Ouais, franchement, T'avais fait un BTS quoi? NRC, négociation relation client. Donc c'était vraiment servi pour... oui, il me sert à tchatcher. Valider que j'ai la tchatch, ok. Et est-ce que déjà, tu le dis, j'ai l'impression que oui, tu étais déjà un petit peu drôle et bout en train dans la cour de récré? Ouais. Tu faisais rire? Ouais, je faisais rire. J'ai toujours été un peu la leader des groupes. Ah bon? Ouais. Alors que tu trouvais que tu avais des difficultés relationnelles? Par contre, mais les gens me suivaient dans mes bavardages, dans mes... La bonne influence, quoi. Oui, dans quoi d'autre? Dans mes blagues, même dans la cour de récréation. Des fois, ça m'arrivait d'être toute seule, parce que c'était pas cool et tout, des fois, c'est vrai. Mais en fait, je me suis jamais laissée abattre. Même aujourd'hui, en réalité. C'est-à-dire que si je fais le fil conducteur de tout mon parcours, malgré toutes les difficultés que j'ai pu vivre, encaisser, etc., je me suis jamais laissée abattre. J'ai continué. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Je serai toujours en compagnie de Salia Aïtamou. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Alors que le discours médiatique ambiant a tendance à diaboliser l'usage du numérique, et d'autant plus chez la jeune génération, le Safer Internet Day propose d'être une dynamique plutôt d'écoute, de dialogue. C'est pour vous aussi l'occasion de donner la parole aux jeunes ? Tout à fait. En fait, on a envie que toute la société se saisisse de ce sujet et qu'effectivement, les enjeux d'accompagnement des jeunes, finalement, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais qui concerne les jeunes en particulier. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a toujours à cœur de les intégrer dans cette campagne, mais là, plus particulièrement cette année, on s'adresse plus directement à eux, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette année, justement, ils sont au cœur du dispositif? De toute façon, on adresse... c'est vrai qu'on adresse plutôt les jeunes à travers l'adulte qui est à côté, c'est notre démarche à Internet sans crainte. Et on avait déjà besoin effectivement que les adultes comprennent les enjeux. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai que cette année, on a choisi le thème de la responsabilité en ligne. On avait envie d'aborder ce sujet-là, puisque comme vous l'avez dit, le Safer Internet Day. Non, mais le Safer Internet Day est un événement mondial, mais en fait, dans chaque pays. Puis au départ, c'est une initiative européenne du réseau Safer Internet, dont Internet sans crainte fait partie. Et on est assez libre, finalement, dans chaque pays, de porter les sujets qui nous semblent importants. Et on trouvait que cette question de la responsabilité, elle était clé, parce qu'il s'est pas mal de choses ces derniers temps au niveau législatif. Alors, il y a déjà au niveau européen, avec la mise en place du DSA, qui vient quand même poser de nouvelles règles pour les plateformes et les réseaux sociaux qui sont très utilisés par les jeunes et par nous tous. Et puis c'est vrai qu'en France aussi, il y a eu plusieurs lois ces dernières années pour essayer de poser un cadre, accompagner ces usages. Et on s'est dit, tiens, finalement, est-ce qu'on est tous responsables sur Internet? C'est quoi un petit peu notre responsabilité? Alors ce terme, il n'est pas très engageant forcément pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce terme engagé, connecté, engagé et toi, pour se dire finalement que
tout ce qu'on fait en ligne, c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a une présence en ligne, tout ce qu'on dit, tout ce que l'on like, tout ce qu'on partage engage notre responsabilité. Et si on veut que tout se passe bien, quelque part, il faut se bouger un peu, il faut s'engager un peu pour avoir un comportement responsable. C'est ce message-là qu'on veut porter. L'école, alors à la fois défaut de formation, et puis j'ai lu dans votre livre, les instituts sont spécialement poreux aux fausses nouvelles. Oui, effectivement, en fait, quelles que soient les institutions, et l'école y compris, nous sommes tous sujets aux fausses croyances. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous gagnerions tous à nous former à l'esprit critique. Mais l'école, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à aller, tout le monde va à l'école, on est de plus en plus nombreux à arriver au bac, voire aller à l'université, où vous enseignez d'ailleurs. Pourquoi on n'est pas suffisamment armé à ce moment-là de l'histoire ? Parce que c'est simplement une question peut-être de hasard, d'opportunité. Moi, j'aurais très bien pu ne jamais savoir que l'esprit critique existait. Donc, en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est qu'en fait, je me suis dit que j'avais envie de donner l'opportunité aux gens de bénéficier des mêmes contenus d'information que ceux dont moi j'avais bénéficié. Donc, c'est aussi une question de contexte. En ce sens, les gens qui croient par exemple, même le fait que la Terre est plate, ne sont pas des imbéciles. En fait, ils raisonnent à partir de prémices qui ne sont pas les bonnes, et les critères de raisonnement qu'ils utilisent ne sont pas non plus toujours les bons, et d'où la nécessité de disposer de compétences qui nous permettent de hiérarchiser ces connaissances. Parce que les faits, les prémices, comme vous le dites, ne suffisent pas. Il faut questionner leurs fondements, questionner leur articulation, et si on ne fait pas tout ça, effectivement, on en arrive à croire à n'importe quoi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'esprit critique nécessite, en fait, d'être connu spécifiquement, explicitement. Ça n'a pas de lien, de rapport direct avec l'intelligence. Axel Benoît, cela réforme, la 3e réforme en 15 ans. La voie professionnelle est malade, ça c'est pas un secret. Moins d'écoles, plus de stages, plus de liens aussi visiblement avec les entreprises. Est-ce que cette nouvelle formule est à même de remettre le lycée professionnel sur les bons rails ? Tout d'abord, si on regarde le lycée professionnel, c'est rappeler que ce sont 620 000 élèves, c'est-à-dire un tiers des lycéens en France, et qui sont majoritairement de milieux populaires. Ils sont scolarisés tous dans l'équivalent de 80 bac pro, un peu plus, et plus de 200 CAP. Donc il faut bien voir qu'il n'y a pas un lycée professionnel, mais pour nous, il y a des lycées professionnels. Et on ne peut pas aller faire d'une filière ou d'une situation particulière une généralité pour le lycée professionnel, et c'est beaucoup plus complexe que certains discours. Et puis effectivement, 3e réforme en 15 ans, la 2e en 5 ans. À chaque fois, on nous emploie les mêmes termes, revalorisation, remettre effectivement le lycée professionnel dans une place qui serait magnifiée et autres, mais à chaque fois on constate que ce qu'il en découle pour les élèves, c'est moins d'écoles, c'est moins de formation, et on nous reproche toujours autant au lycée professionnel d'avoir des problématiques d'insertion et d'être déconnecté du besoin des entreprises. Donc si à un moment on pouvait un peu changer de discours et changer d'objectif, nous c'est ce qu'on demande. Le besoin aujourd'hui effectivement est très fort en jeunes qualifiés, notamment pour les métiers d'avenir, y compris dans l'industrie, dans la production, mais aussi pour l'accompagnement du grand âge. Et ce qu'on constate, nous, c'est que plus on avance dans les réformes, et moins on permet de former de manière ambitieuse et de qualifier un maximum de jeunes. Le président de la République disait, je le cite, « On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques, justement, commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public qui viendra ensuite. » C'est ce qu'a défendu Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse en janvier. Ce consensus, Axel, il n'existe pas aujourd'hui. Ça fait quand même des années qu'on parle du sujet, non ? Alors oui, mais c'est vrai qu'il y a des messages qui viennent de toutes parts et c'est pas forcément clair pour, je pense aux familles en premier lieu, de se repérer. C'est-à-dire qu'il y a eu des messages très anxiogènes. Effectivement, il y a des repères qui existent. Le 36912 mis en place par Serge Tisseron, par exemple, est un repère qui est assez connu, mais qui date aussi d'il y a plusieurs années, qui mérite peut-être d'être questionné en tout cas, ou peut-être étayé. En tout cas, on se rend compte que les parents ont l'impression de recevoir des injonctions qui peuvent être contradictoires et dans lesquelles, en tout cas, ils n'arrivent pas à se repérer. Et surtout, peut-être ce qu'il faut noter, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à en voir comment opérationnellement ça peut se traduire dans leur quotidien. Comment ils se saisissent de ces messages-là, qu'est-ce qu'ils en font pour trouver leur place et transmettre
transmettre les bons messages. Et c'est là tout l'intérêt, effectivement, de ce comité d'experts voulu par Emmanuel Macron. Vous parlez des politiciens, je l'ai cité d'ailleurs à un moment de l'émission, en disant que voilà, ils alimentent aussi le doute parce qu'ils font des promesses et que quand les promesses ne sont pas tenues, c'est problématique. Oui, et puis il y a eu, par exemple, vous évoquiez aussi les enseignants. Ouais. Donc en fait, ce qui relève de l'esprit critique se rapporte à des enjeux personnels. Par exemple, on va peut-être pouvoir faire des choix dans sa vie pour savoir qu'est-ce qu'il est mieux pour soi en matière de santé ou dans d'autres domaines. Mais il y a des enjeux collectifs derrière également. Par exemple, ça peut aller jusqu'au vote. Et donc qu'à différents niveaux, les professionnels sachent eux-mêmes juger au mieux en s'appuyant sur ce qui relève de leur propre expertise, ça a du sens. Et là, notamment, ce qu'on pourrait attendre des politiques, ce serait qu'ils s'emparent de ces questions pour prendre des décisions qui vont dans le sens, par exemple, d'une interdiction de tout ce qui peut se rapporter à de fausses croyances délétères. Par exemple, on peut voir dans un cinéma diffuser des reportages complotistes ou des informations qui vont vraiment porter atteinte à la santé des gens. Donc ce serait bien en fait que ces différents corps de métier se forment à l'esprit critique également. Pareil, j'allais dire au premier rang. En tout cas, on est très concernés par tout ça. En quoi cette réforme portée, imposée, je reprends vos termes effectivement par le président de la République Emmanuel Macron, est à même de lutter contre le décrochage scolaire ? Écoutez, moi je pense que les mesures qui sont prises sont au contraire des mesures qui vont renforcer le décrochage. Le décrochage est une réalité au lycée professionnel, il ne faut pas le nier, mais je pense qu'elle n'est pas aussi... ce décrochage n'est pas aussi important que le laisse penser, en tout cas le président de la République et la communication qui est faite aujourd'hui par le ministère à ce sujet. On estime qu'elle est de l'ordre de 10%, ce qui est relativement peu, finalement, au regard du décrochage en apprentissage. Parce que l'apprentissage est souvent mis en exemple pour, justement, comme étant le modèle qui va permettre de compenser ce décrochage avec plus de contact avec la réalité des métiers. Alors qu'on se rend compte que le décrochage en apprentissage est beaucoup plus important. Il est dans certaines filières jusqu'à 70%. C'est vraiment énorme. Alors qu'au lycée professionnel, eh bien, nous arrivons à garder les élèves. Moi, j'essaie de regarder les choses plus positivement en me disant que la plupart des élèves qui arrivent au lycée professionnel sont des élèves quand même qui ont rencontré dans leur scolarité des difficultés, qui sont cabossés par l'école. Et ils arrivent au lycée professionnel et on leur donne la chance justement de construire un projet, de se projeter vers l'avenir. Et nous arrivons à raccrocher 90% des élèves. C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous voulez faire en anglais peut-être la fin du Grand JT? Goodbye, see you soon. C'est tout? Non, see you Thursday. On Thursday, non? Yes. Yeah. Alors merci beaucoup. Canal 217 sur Orange, 247 sur Freebox, 124 sur les Bouygues Télécom et bien sûr schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe aujourd'hui en régie. La réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, Héloïse Merlin. Laure Edmond au maquillage. Merci Laure, grâce à toi. Et puis Laura Gérard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.